Aujourd'hui, bien que ce n'est pas du tout un mode alimentaire que je mets en avant, plusieurs raisons, j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, néanmoins, il se trouve que ce type de régime-là est plus bénéfique selon moi, peut être beaucoup plus avantageux dans ce contexte-là de la condition athlétique, de la performance. Alors on va le voir après, par rapport à cette notion de longévité. Disons que ça soit tous les régimes finalement de toute façon qui sont exclusifs, qui suppriment suffisamment longtemps un macronutriment, que ça soit la graisse, la protéine animale ou le glucose, de toute façon n'est pas viable à long terme, il va poser des problèmes, ça c'est sûr. Mais dans la performance, à plus ou moins à court moyen terme quoi, en fonction de l'effort qu'on fait et puis de plein de choses à côté qui vont affecter notre organisme, ok, parce qu'il n'y a pas que l'alimentation. Le mode alimentaire plutôt plant-based, du style véganisme, végétarisme, peut être plus intéressant et plus impactant et plus pertinent dans un certain contexte de la performance et de la condition athlétique. Beaucoup moins du coup dans la longévité de la performance. Dans la longévité de la performance, là ça serait le manque de gras et de protéines animales qui poserait problème. D'accord ? La seule chose c'est que dans les régimes alimentaires vegan, même flexitarien, végétarien, on va avoir un apport très important en glucides. Donc c'est des alimentations qui sont hyper glucidiques et hypolipidiques. D'accord ? On va avoir des protéines, certes végétales, donc qui vont s'accompagner de beaucoup d'antinutriments, d'oméga 6 et d'un excès de fibres, de mauvaises fibres. D'accord ? Beaucoup d'amidon notamment. En tout cas si on consomme des céréales, des pseudo-céréales, mais même dans les légumineuses, on en a. Et et donc ça va être problématique à plein de niveaux. Ça c'est clair et net. Ça va être problématique à plein de niveaux, mais dans un régime végétal bien mené où on consomme les aliments qui sont très faiblement toxiques, voire pas toxiques, et qu'on ajoute des produits laitiers au lait cru, d'accord. Donc le véganisme, c'est pour moi c'est vraiment le régime qui n'est pas solvable, qui n'est pas sauvable, parce qu'en fait ils veulent même pas consommer aucun produit animal. Donc le problème c'est qu'ils vont avoir aucune graisse et plein de micronutriments qui vont pas pouvoir avoir. Alors que si vous êtes dans une approche, moi c'est juste les animaux que je veux pas consommer. Si vous ajoutez éventuellement des œufs, mais au pire des produits laitiers au lait cru dans votre alimentation, vous pouvez obtenir quasiment tous les micronutriments que vous avez besoin dans le règne animal et des graisses et des protéines du coup de qualité avec tous les acides aminés et tout ce qu'il faut pour les assimiler et les digérer. J'ai fait une vidéo, enfin plusieurs épisodes à ce sujet-là, sur le miel et les produits laitiers au lait cru, au niveau des apports. N'hésitez pas à l'écouter. Et donc, pourquoi, selon mon expérience, mon observation et ce que j'en comprends, pourquoi un régime vert, avec idéalement des sources d'origine animale pour pérenniser cette approche-là et rendre cette approche-là beaucoup plus saine, beaucoup plus profitable pour nous. Pourquoi est-ce que je pense que justement dans le cadre du conditionnement athlétique et de la performance, c'est plus profitable que le régime cétogène ou même carnivore, hein. Parce que le carnivore, finalement, on est plutôt souvent sur du kéto-carné parce que quand on mange carnivore, bah on a des graisses animales aussi. On mange pas que de la viande séchée ou du jambon blanc ou du blanc de poulet. On a
des produits animaux en quantité avec très peu de glucides. Il y en a qui ont un régime strict carnivore, donc ils mangent quasiment pas de glucose. Et puis même les 20 ou 30 grammes qu'ils mangent par jour, ça suffit pas. Et si tu manges 100 grammes de glucose par jour, c'est pareil. En fonction de ce que tu fais et en fonction de la saison, c'est dérisoire. Mais peu importe. Tout ça pour dire que souvent, quand on fait un régime carnivore, en fait, on est en kétocarné. On est dans un régime cétogène animal avec plus de protéines que dans le cétogène, ou parfois dans le cétogène, les personnes vont avoir une approche, il y a différents courants, mais plus végétale, moins carnée, et il y en a d'autres qui vont avoir même un régime cétogène, on va dire, un peu, voilà, un peu entre deux, un peu entre le kétocarnie et un peu entre le végétal. Donc c'est chacun qui fait un peu, en fonction de ce qu'il comprend, de ce qu'il apprend et de ce qu'il aime aussi, et de ses possibilités. Mais du coup, le kétocarnie est relativement proche du keto. C'est simplement, le carni est relativement proche du kétocarnie et donc du keto. Je recommence. Le carni, du coup, est très proche du cétogène, puisqu'en fait, c'est un kétocarnie. Simplement que il y aura beaucoup plus de protéines, un peu moins de graisse. Et donc, voilà. On va dire que la cétogénèse sera un peu moins forte, qu'il y aura un peu plus de glucose fourni au corps par l'apport en protéines plus important. Mais il n'en reste pas moins que ça pose des problématiques à différents niveaux. Et donc, une approche verte alimentaire fait qu'on va avoir une alimentation hyperglucidique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que j'en ai parlé la semaine dernière, il y a 2 semaines, dans l'épisode qui concernait justement la cétogénèse avec les différents types d'efforts. En domaine aérobie, dans le domaine de la vie de tous les jours, ou dans un effort peu intense, où on a une faible dette d'oxygène, il y a aucun souci à pouvoir être en kéto, en carni, d'accord? Même le carni, si on a un peu plus de glucose, ça va être compliqué d'aller dans d'autres efforts. Mais voilà, pour poser la chose. Donc, on a différentes filières énergétiques. L'aérobie de capacité qui est vraiment une intensité faible, une faible dette d'oxygène, donc on peut tenir de longues heures, d'accord? Voire presque plusieurs jours. OK. On a ensuite la zone 2 qui est l'aérobie de puissance où là on monte beaucoup plus à l'intensité, la dette d'oxygène commence à être importante et on a plus de glucose qui est utilisé. À l'inverse de la zone 1 en aérobie de capacité où là c'est essentiellement des lipides, des acides gras. OK? Et alors dans la vie de tous les jours, c'est encore pire. Dans le domaine du quotidien, on a très 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 peu de glucose seulement pour les tissus glucodépendants qui sont utilisés et après le reste c'est majoritairement du coup des acides gras et donc des acides gras corporels. OK? Ou alors ceux qui ont été ingérés évidemment. Pareil pour le glucose. Après, on a la zone 3 qui est la zone d'aérobie, d'accord? D'anaérobie pardon, lactique. Et là, on est essentiellement sur du glucose, avec vraiment les acides gras, l'aérobie avec les acides gras en fond pour soutenir cet effort-là. Okay. Puis la zone 4 qui est l'anaérobie alactique, où là, on est sur glucose et puis la créatine phosphate. D'accord? Et quasiment plus du tout d'aérobie. Même si l'aérobie soutient quand même cette filière-là. D'accord? Et ensuite, en fonction de l'effort qu'on va faire, plus ou moins longtemps, plus ou moins répété, on va en fait naviguer à l'intérieur de ces filières-là et donc on va utiliser au gré de notre dette d'oxygène et de nos besoins énergétiques telle ou telle filière et du coup tel ou tel substrat énergétique, graisse, acide gras ou glucose. OK? Plus l'effort il va être intense, comme vous l'avez compris, plus on va utiliser du glucose et moins on va utiliser d'acide gras. OK? Encore une fois, j'en ai parlé dans l'épisode sur la cétogénèse et la performance, le conditionnement athlétique, où je présente du coup la glycolyse avec la voie de l'oxydation complète, la bêta-oxydation. Donc,
entre le glucose et entre les lipides, les acides gras, et les différences en fait entre la voie de l'oxydation incomplète en fonction de la dette d'oxygène à l'instant T, ok, et la voie de l'oxydation complète lorsqu'on a suffisamment d'oxygène pour aller au bout justement de la voie de la respiration cellulaire, de la voie de l'oxydation complète et fournir un maximum d'ATP au corps. Ok, quand le corps il a suffisamment d'oxygène, la production d'énergie va se faire dans les mitochondries des cellules. Ok, ce qu'on appelle la voie de l'oxydation ou de la bêta-oxydation pour les acides gras, c'est la voie complète. Oxydation, c'est pour le glucose. Bêta-oxydation, c'est pour les acides gras. Quand il y a assez d'oxygène, ça se fait par cette voie-là. Et plus la dette d'oxygène va être importante, et moins il va y avoir d'énergie qui va pouvoir être créée par cette voie-là d'oxydation ou de bêta-oxydation complète. Et plus petit à petit, il va y avoir ce qu'on appelle la glycolyse incomplète. D'accord? L'oxydation incomplète qui va se faire. On va s'arrêter juste avant la mitochondrie, puisque c'est dans la mitochondrie qu'il y a l'oxygène. Et donc, c'est dans le cytoplasme de la cellule, ok, que va se faire l'ATP. Et ça peut être que par le glucose. Les acides gras, les graisses, les lipides ne peuvent être oxydés et fournir de l'énergie seulement si le processus d'oxydation est complet, va jusqu'à aller dans les mitochondries, puis passer par le cycle de Krebs et la voie de la phosphorylation oxydative. Si c'est pas possible, et ben en fait, il peut pas y avoir production énergétique, donc le corps n'utilise pas les acides gras dans ce cas de figure-là. Okay. Quoi qu'il arrive, quand on est dans un effort intense, très intense, qu'on manque d'oxygène, il y a toujours un petit peu d'oxydation ou de bêta-oxydation de façon complète qui se fait. Ok, à moins qu'on fasse un sprint de 5, 10, 15 secondes où là on respire pas et on est pleine balle. Mais sinon ensuite, même dans les efforts lactiques, encore plus en aérobie de puissance, on a une prédominance de glycolyse incomplète, d'oxydation incomplète du glucose, avec toujours un peu d'aérobie. Ok, c'est ce qu'on appelle le continuum énergétique. Mais quoi qu'il en soit, ça enlève justement pas la chose au problème. C'est-à-dire que si j'ai pas assez de glucose, je vais freiner mon corps d'avoir envie, d'être en capacité de rentrer dans des efforts où il va avoir besoin de glucose et ensuite de pouvoir soutenir l'effort. Ok, c'est ce que j'ai révélé dans le dernier épisode avec la cétogénèse justement, et j'aurais très bien pu mentionner aussi le régime carnivore qui est finalement du kétocarné, qui, oui, grâce à la néoglucogénèse, va pouvoir fournir du glucose, mais il va pouvoir fournir du glucose seulement dans un environnement où le corps est en capacité quand même de transport à travers la voie aérobie pour amener le glucose du foie jusqu'aux muscles. Ça veut dire que s'il n'y a pas de glycogène musculaire qui a été stocké, parce que je suis en kétocarnie, donc j'ai très très peu de glycogène qui peut être stocké. Moi, ça c'est ma théorie. Je pense que on a un peu de glycogène qui peut se faire dans le foie, peut-être dans le muscle quand on est en kétocarnie, mais ça reste à vérifier. Je pense plutôt que c'est que on a plus de stock de réserve énergétique au niveau de nos tissus adipeux quand on est en kétocarnie, ce qui fait que ceux qui sont en carnie ont tendance à paraître moins maigres, moins minces que ceux qui sont en kéto. D'accord? Donc j'ai commencé à creuser le sujet, j'ai pas trouvé vraiment de réponse sur ça. Si quand on est en carnie, quand on consomme énormément de protéines, l'excès de protéines qui est transformé en glucose, est-ce qu'il est uniquement utilisé par la voie de la glucogénèse pour fournir du glucose au corps et que s'il y a trop de glucose, il est stocké en tissu adipeux, d'accord, en gras, ou est-ce que il peut être transformé en glycogène? Est-ce qu'il y a que les glucides alimentaires qui peuvent donner du glycogène? Donc ça, c'est des choses que je suis en train d'investiguer. Mais quoi qu'il arrive, ça change pas la chose dont je suis en train de vous parler. C'est-à-dire que, admettons même que en carnivore, en kétocarnie, je consomme énormément de protéines et que du coup, je puisse stocker un peu de glycogène, ça sera jamais autant que si je mange en fait des glucides en plus de mes protéines. D'accord?
sachant que la néoglucogénèse, c'est un mécanisme qui est coûteux pour l'organisme, donc qui va demander de l'énergie pour générer en fait du glucose. Voilà, et donc faudrait manger des kilos de protéines pour avoir autant de glucose qu'on pourrait avoir en mangeant des sources de glucides. Et donc, la néoglucogénèse, ok, que je sois en cétogène ou en kétocarnie, mais en l'occurrence en kétocarnie, va pouvoir fournir du glucose via la voie aérobie, seulement du coup si je suis en capacité d'avoir suffisamment d'oxygène dans l'organisme pour diffuser le glucose jusqu'aux cellules. Ok, et pouvoir l'utiliser du coup via la glycolyse, qui est le processus de dégradation du glucose pour fournir de l'énergie, de l'ATP. En fonction de l'effort que je vais faire, du degré d'intensité et de la répétition de la charge de l'effort, cette voie-là de la néoglucogénèse, avec ce transport du glucose du foie aux cellules musculaires, elle est largement dépendante en fait de ça. Même si j'ai toujours la voie aérobie qui fonctionne pour soutenir mon effort, faut savoir que à partir du moment où je vais être en dette d'oxygène, je vais forcément avoir la voie de l'oxydation incomplète via la glycolyse, qu'on appelle la glycolyse anaérobie, la glycolyse incomplète, qui fonctionne uniquement avec le glucose, puisque je vous ai dit que les acides gras, les lipides, les graisses ont besoin d'aller jusqu'au bout du processus, d'arriver dans la cellule, puis d'intégrer la mitochondrie, de faire tout le processus complet avec le cycle de Krebs, la phosphorylation oxydative, donc avec la chaîne respiratoire, pour donner de l'énergie. Ok. À l'inverse, avec le glucose, on a déjà de l'ATP qui peut être produit en fait à l'intérieur de la cellule, c'est-à-dire tout de suite dans le liquide cellulaire qu'on appelle le cytosol ou le liquide sarcoplasmique, avant d'entrer dans la mitochondrie. Donc ça nous fait 2-3 ATP certes, mais c'est mieux que rien. Et en fait, cette glycolyse-là rapide, elle se fait uniquement à partir du glycogène. Ok, alors pas vraiment uniquement le glucose. En fait, on va avoir la voie aérobie par le glucose, peut-être la néoglucogénèse justement, et l'oxydation des acides gras, qui font que je vais recevoir du glucose très rapidement à partir des cellules musculaires, d'accord, avec le glucose qui est lui du coup localisé localement dans les muscles, qui va être tout de suite disponible, et en même temps soutien de façon un peu plus longue, parce que j'aurai quand même de l'oxygène, même dans un effort intense, très intense, du glucose qui va arriver à partir du foie, d'accord? Parce que en fait, grâce à mon glycogène musculaire, le glucose qui va être utilisé pour faire de l'ATP va aussi être utilisé, va donner du pyruvate, et ce pyruvate-là va donner du lactate. Ok? Et à partir du lactate, je vais pouvoir retrouver du glucose grâce à la néoglucogénèse, justement, dans le foie. Le lactate va, via la voie aérobie, retrouver, du coup, la néoglucogénèse transformée en glucose, enfin, en pyruvate, puis en glucose, qui lui va revenir à la cellule musculaire pour soutenir l'effort. Ok? Mais si j'ai pas de glycogène musculaire, je peux pas démarrer un effort intense, en fait. J'ai pas d'oxygène, j'ai tout de suite besoin de quelque chose pour finir de l'énergie. J'ai pas le temps d'attendre tout ce cycle-là. Même si c'est relativement rapide, c'est pas assez rapide. Ok? Et donc, quand je suis dans un régime vegan, végétarien, flexitarien, comparé à du keto, du kétocarnie, comme j'ai une alimentation hyperglucidique, mes stocks de glycogène, ils sont plats en général. J'ai d'autres problématiques liées aux protéines et aux graisses animales qui sont d'ordre plus, on va dire, structurel, hormonal, biologique. Par contre, d'un point de vue énergétique, dans ce cadre-là, je vais être avantagé. Et c'est pour ça qu'il y a des athlètes qui performent très bien. Alors, on sait pas combien de temps, on sait pas s'ils supplémentent, forcément ils supplémentent, mais ils sont corrects dans leur démarche. Mais pour avoir, moi, vécu la chose, et à la fois du keto, du kétocarnie, plutôt du flex, du vegan, du végétarisme, je me souviens très bien que il y avait des différences dans la performance, ok,
Par contre, dans l'intensité, dans cette capacité à donner et à répéter, dans les phases où j'avais peu de glucides, pas assez de glucides, clairement, ça pêchait. D'accord? Alors que dans les autres moments où j'avais beaucoup de glucides, hein, avec ces approches-là, flexitarisme, végétarisme et véganisme, que j'ai fait très peu le véganisme, hein, vraiment très peu longtemps. Là, ouais, j'avais ce qu'il fallait. J'avais d'autres problématiques. Et ça semble évident parce qu'en fait, j'avais du glucose et le glucose, c'est la source préférée, première du corps, de façon générale, et encore plus dans le cadre d'un effort intense, relativement intense, très intense et répété, d'accord? Parce que je vous le rappelle, dans un match de foot, par exemple, vous allez avoir des prédominances d'aérobie de puissance, d'anaérobie lactique, mais il y aura toujours l'aérobie en fond. Puis il y a des moments où vous serez plus en aérobie, d'accord, mais il y aura toujours l'anaérobie qui sera là pour soutenir. Il y a toujours deux filières qui fonctionnent ensemble. Même les trois filières fonctionnent ensemble, mais on va dire que d'un point de vue principal, il y a toujours deux filières qui fonctionnent ensemble, avec une filière qui est prédominante à l'autre. Et puis la troisième, elle est vraiment en fond, il se passe quasiment rien, mais il se passe quand même des choses. D'accord? Donc, que votre effort est dur 2-3 minutes, après vous prenez de la récupération plus ou moins complète, vous recommencez, ou qu'alors c'est un effort qui dure 5 minutes, ou 15 minutes, ou 30 minutes, ou 1 heure, à l'intérieur, il va se passer plein de choses, et donc, vous allez jouer sur des dominances de telle ou telle filière, et donc forcément des substrats énergétiques en fonction de la dette d'oxygène, et donc, vous allez avoir des besoins. Et le glucose est celui qui intervient le plus à partir du moment où on dépasse la filière d'aérobie de capacité, d'accord, qui est un effort qui se tient plusieurs heures. Donc, si vous voulez performer, donner de l'intensité, aller dans des efforts qui sont athlétiques, au-delà de simplement de l'explosivité du type pliométrie, des petits sprints avec de la récupération complète ou un footing sur vélo ou à pied très cool, vous aurez des problèmes si vous consommez pas assez de glucose. Okay, et c'est pour ça que les véganes et les végétariens peuvent tout à fait performer. Alors pas sur le long terme parce qu'ils vont avoir des problématiques avec leur apport en protéines et en graisse au niveau de leur système immunitaire, hormonal, d'accord, à plein de niveaux, ok, pour leur masse musculaire, etc. Ça c'est clair. Par contre, de façon ponctuelle, sur un effort ou alors si ils gèrent bien leur régime et qu'ils ont ils ont quand même, on va dire, ils gèrent leur niveau de toxicité par rapport à leur consommation végétale. Peut-être qu'ils font même de la fermentation et tout, et ils consomment, s'ils sont pas véganes, des produits laitiers, du miel, il y a des acides aminés, peut-être du bouillon d'os, et donc des produits laitiers et des œufs. Là, ils seront beaucoup plus avantagés que ceux qui sont en keto et en carnivore, même si eux consomment de la viande en fait. Voilà pourquoi sur une compète, sur un match, sur une performance, un WOD, d'un entraînement, mais sur plusieurs semaines, plusieurs mois, peut-être même quelques années, parce que je le répète, mais le régime keto, le régime carni ne sont pas viables, et même s'ils sont d'un point de vue systémique, globalement, peut-être plus sains, plus intéressants qu'un régime vert, ils présentent des problématiques. D'accord? Et dont la problématique principale qui est le manque d'apport en glucose, qui lui, en plus, le glucose est fondamental pour plein de choses. En plus de nourrir les tissus glucodépendants, il intervient à plein de niveaux. Il est même, en fait, acteur dans les membranes des cellules. Il n'y a pas que les lipides, d'accord, comme le galactose, ok, qui qui est euh, qui est présent dans le lactose, dans les produits laitiers. C'est ça aussi que je dis que ceux qui ont un régime vert, s'ils veulent améliorer la longévité de leur performance et qui consomment des produits laitiers au lait cru en plus de d'œufs, ils vont pouvoir réduire cet impact-là considérablement à ne pas consommer de la viande et ou du poisson, mais surtout de la viande, où il y a quand même des choses qu'on retrouve dans la viande qu'on n'a pas ailleurs, mais les produits laitiers au lait cru ont quasiment, en fait,
tous les micronutriments dont on a besoin, y compris ceux dans la viande. Donc, entre quelqu'un qui consomme du glucose, qui va fournir un effort intense, très intense, même s'il consomme pas de viande, même s'il consomme pas assez de graisse animale, voire pas du tout, ok, fonction de comment il adopte son régime vert, il va pouvoir beaucoup plus performer à échelle égale, à un niveau égal avec une personne à côté qui a un régime keto ou kétocarnie. Ok, ça c'est clair. Tout simplement parce que métaboliquement, physiologiquement, il va avoir ce qu'il faut dans les stocks musculaires et dans les stocks du foie, de quoi donner au corps l'énergie nécessaire pour produire justement le besoin énergétique en relation avec l'effort exigé au corps. Ok. Donc c'est pour ça que on peut voir autour de nous ou même dans le monde de l'entraînement, dans le monde professionnel sportif, des athlètes qui sont véganes, végétariens. Bien sûr, hein, on ne sait pas tout. Ils peuvent mentir. Souvent, ils se complémentent beaucoup, mais ils peuvent très bien performer en fonction de l'effort qu'ils font. D'accord? De la même façon qu'on peut avoir des athlètes qui font du keto et qui peuvent performer, ça peut durer un temps. Le corps a des ressources pour survivre, etc. Mais quand on est en keto, en kétocarnie, et qu'on est axé sur la cétogénèse et la néoglucogénèse constamment, on maintient le corps dans un état de survie, de manque, de stress, puisqu'on est en état de jeûne, ok? Donc même si c'est une réponse naturelle du corps qui n'est pas malsaine en soi, qui permet de continuer à donner de l'énergie au corps, notamment au tissu glucodépendant avec la néoglucogénèse qui va fournir du glucose, c'est simplement une réponse ponctuelle qui ne doit pas s'éterniser dans le temps et ça doit pas être un mode de vie de la vie de tous les jours. C'est là où ça devient malsain, mauvais, c'est quand c'est chronique et en fait quand on quitte jamais cet état-là. Là, ça devient problématique. Ok? Alors que quand j'ai un organisme qui est consommateur de glucose, et je peux très bien en plus observer des plages de jeûne et avoir un peu de néoglucogénèse et de cétogénèse qui se fait, ça n'empêche pas. Et ben en fait, mon organisme, il a le nutriment qu'il préfère et qui lui permet de répondre, on va dire, à toutes les conditions, scénarios métaboliques qui se présentent à lui, y compris justement les efforts très athlétiques où on va efforts très athlétiques, c'est les zones 2 et 3, hein, aérobie de puissance et aérobie lactique. Aérobie lactique. OK. Si je peux faire que de l'aérobie ou un peu d'explosivité très courte, très légère, il y a un problème. Je suis limité, je suis freiné parce que justement, j'ai pas assez de glucose. Et même le glucose, hein, il soutient largement la filière de la créatine phosphate. D'accord? Donc la filière de la vitesse, de l'explosivité, très nerveux, très neurologique. OK? Voilà, donc le glucose, encore plus si on fait de l'hypertrophie d'endurance, si on fait des sports à caractère de force avec des efforts répétés qui vont de 15-20 secondes jusqu'à 1 minute, voire peut-être 1 minute 30, on a absolument besoin de glucose, d'accord? Pour les efforts cardio, c'est encore plus évident, puisque par la transpiration en plus, on perd du sodium et du glucose. Plus vous transpirez, plus vous perdez de glucose et de sodium. C'est pour ça que on a besoin du sodium absolument en fonction de l'intensité de l'effort, mais le glucose c'est pareil, ok? Sodium, potassium, glucose. Plus l'effort est intense, plus on utilise de potassium, de sodium et de glucose, et aussi de calcium. Donc voilà, et potassium, vous allez en avoir dans les végétaux, dans les dattes, dans les produits laitiers. Donc la vitamine C qui joue là-dedans aussi, c'est essentiellement dans les végétaux, d'accord, la vitamine C. L'acide ascorbique qui se trouve dans les végétaux acidulés, donc les fruits, hein, principalement. Voilà pourquoi un régime végétarien, vegan, flexitarien, alors qu'il n'est pourtant pas à la base, s'il n'est pas aménagé comme je le conseille, à la base, il est pas prédisposé à pouvoir nous aider à mieux performer, à être en santé. Mais comparé à du cétogène, à du kétocarnie, de façon plus ou moins ponctuelle ou sur une certaine durée, sur des efforts justement athlétiques, ça sera plus intéressant.
Alors oui, par contre, en termes de récupération, s'il est pas aménagé, ça va être problématique. En termes de santé, c'est clair. Pas de graisse animale, pas de protéines animales. Par contre, produits laitiers au lait cru, du bon miel cru, là, je peux aller beaucoup plus loin et être en meilleure santé que quelqu'un qui fait du keto, du keto carni et qui en plus à côté veut performer, progresser pour qui l'entraînement compte. Voilà. Donc si vous êtes en keto carni, en keto, consommez du glucose autour de vos entraînements, ok? Parce que le stock, votre glycogène, non seulement il permet à l'organisme de récupérer davantage, mais il permet aussi à l'organisme surtout d'accepter, d'avoir envie de rentrer dans l'effort et de soutenir cet effort-là. D'accord? Si vous n'avez pas de glycogène, avant d'entrer dans l'effort, vous allez être assez vite limité et vous n'allez pas pouvoir rentrer pleine balle dans l'effort en plus et vous n'allez pas pouvoir le soutenir. Si en plus, vous n'avez pas de glucides alimentaires que vous pouvez ingérer de façon liquide ou solide pendant l'effort, ça va vite se terminer. Et si en plus, derrière, vous ne donnez pas le glucose à votre corps, ça va être très compliqué. Là, vous allez tout droit dans le mur. Ok? Parce que aussi bien neurologiquement que physiologiquement, le glucose va lui permettre au corps de récupérer. Mais là, après ce qu'il vient de prendre, vous lui en donnez pas. Comprenez ce que je veux dire? À la différence d'un régime végétarien-vegan où là, ils consomment pleine balle du glucose, ils démarrent, ils ont les stocks de glycogène plus ou moins pleins, mais en tout cas, il y a du glucose qui est disponible dans le foie et a fortiori surtout dans le muscle puisque c'est le glycogène de l'effort. En fonction de leur de leur connaissance et de leurs possibilités, ils vont avoir du glucose à ingérer pendant l'effort et ensuite ils vont en reprendre. Donc eux, à ce niveau-là, sont largement favorisés par rapport au keto et au keto carni. Ok? Donc, consommez du glucose autour de vos entraînements si vous n'avez pas un régime qui en contient, absolument, si vous voulez que ça soit viable à long terme et surtout ne pas en fait bousiller votre santé et en même temps contraindre vos performances et au contraire aller en fait vers la chute de votre progression, de vos entraînements et puis de tous vos systèmes internes, hein, votre santé, vos systèmes immunitaires, hormonaux. Voilà, donc mes amis veggie, je suis pas là pour juger sur les bienfaits de votre choix, mais simplement pour discuter justement de la longévité de votre régime alimentaire, notamment dans le cas de la performance. Le glucose que vous consommez en abondance avec votre régime, forcément, puisque vous consommez des produits végétaux, et que les végétaux, c'est avant tout des glucides, c'est très bien pour la performance. Il faut des protéines et les graisses animales. Si vous ne voulez pas consommer des animaux, consommez au moins des produits laitiers au lait cru, sortez du véganisme. Du miel cru aussi, en source principale de glucides, dedans vous avez énormément de micronutriments, des acides aminés, ok. Et idéalement, si vous pouvez, consommer des œufs, d'accord, et un petit peu de poisson. Et vous serez beaucoup plus avantagé que ceux qui sont dans du carnivorisme ou du keto carni, à condition d'exclure tous les végétaux toxiques, d'accord, qui sont contraires à notre biochimie interne, qui vous conviennent pas au niveau de votre digestion, et uniquement de garder des végétaux qui sont très faiblement toxiques. D'accord ? C'est pas parce qu'il y a un peu d'antinutriments que ça va nous faire du mal. Ça, c'est pas un souci. En dose, on va dire naturelle, normale, notre corps peut tout à fait gérer ça, d'accord ? En fonction de la dose plus ou moins régulière qu'on a l'habitude d'ingérer. Mais en trop grande quantité, c'est sûr que ça pose problème. Si c'est une quantité qui est raisonnable en fait, gérable par l'organisme et voilà, il y a aucun souci. Donc consommez du glucose autour de vos entraînements pour mes amis keto carni et keto. Consommez des graisses et des protéines animales pour mes amis veggie et flexitariens, d'accord? Parce que trop de glucose, trop de glucides, avoir une alimentation hyperglucidique, c'est quand même problématique toute l'année. En plus, en fonction de la journée qu'on a, de nos besoins, on n'a pas forcément besoin d'autant de glucides, donc ça pose des problématiques.
métabolique, hein, de pré-résistance à l'insuline, de résistance à l'insuline. Donc du glucose, oui, en quantité, oui, on en a besoin, mais on a aussi besoin de protéines et graisses animales. Et surtout, le glucose, à la fois, il doit répondre à des besoins, en fait, liés à notre activité journalière et aussi liés à la saisonnalité et du coup à notre exposition à la fois au soleil, à la lumière, à la chaleur. Notre corps va nous en demander, il va en avoir envie, et à l'amplitude des journées. C'est relié au rythme circadien. Donc avoir toute l'année une une alimentation hyperglucidique en fonction de l'endroit où on vit et de notre activité journalière et de nos niveaux de stress et de fatigue, ça va être plus ou moins, pertinent ou non. Ça sera la même logique pour les personnes qui sont en carnie, keto, durant la période estivale et qui consomment pas de glucose, qui veulent se restreindre, alors que tout le corps en réclame simplement parce que la liaison avec les rythmes circadiens, l'exposition à la lumière, au soleil, l'amplitude des journées, fait que tout le système hormonal, tous nos systèmes internes réclament du glucose et ne pas en donner va créer des problèmes métaboliques. Donc en fait, les deux approches, soit hyperglucidique toute l'année, quand en fait, en fonction de la saison, mais aussi de notre niveau d'activité journalier, nos niveaux de stress et de fatigue, donc nos besoins sont différents par saison, par période, ou à l'inverse, une alimentation qui est hypoglucidique toute l'année, alors qu'il y a des moments, que ça soit dans une journée, à l'échelle d'une journée, d'une semaine ou d'une année, avec justement cette histoire de saisonnalité, je vais avoir besoin de glucose de façon plus ou moins importante, mais de manière générale, même si j'ai pas besoin forcément d'en consommer tous les jours, je ne suis pas la contrainte de ne pas en consommer est beaucoup plus néfaste que d'en consommer potentiellement tous les jours, même un petit peu, même si j'en ai pas besoin.